Donc, moi, je vais tenter de répondre à cette question. L'espace-temps comprend-il tout ce qui existe dans l'univers? Évidemment, je vais faire quelques pirouettes parce que c'est une question tellement compliquée que... Imaginez que vous donniez un rendez-vous dans un espace-temps où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. En fait, c'est moi qui vous pose la question et à la fin de mon petit speech, j'attendrai vos réponses. Alors, malgré tout, il y a quelques phénomènes qui se passent et qui sont quand même assez étranges. Et je vais commencer par parler de l'expansion de l'univers. Ensuite, on parlera des trous noirs, légèrement. Et puis, on va parler de la mécanique quantique qui gère un peu la matière. Puisque Eric nous a parlé de l'espace-temps. L'espace-temps, c'est le décor. Et vous avez compris que c'est la matière qui va courber les choses et qui va créer un peu toute cette dynamique de l'espace. Alors, je reprends là où Eric a fini. Et voici une illustration de ce que c'est, possiblement, un espace courbé. Et à cela, on définit ce qu'on appelle une géodésique. Une géodésique, c'est quoi? C'est le plus court chemin, parce qu'il peut en exister plusieurs, un court chemin entre deux points d'un espace pourvu d'une métrique. Et donc, la lumière elle-même, en fait, va suivre ces courbures-là. Ça a été la grosse démonstration de la théorie de la relativité générale, en fait, avec une éclipse. Et comme disait Eric, vous avez le droit d'inventer toutes les théories que vous voulez, mais à un moment donné, il faut prédire des choses. Et la prédiction d'Albert Einstein a été vérifiée par Eddington, en 1919, au cours d'une éclipse. Donc, il faut imaginer que cet espace-temps, c'est quelque chose qui se courbe sur l'effet de la gravitation, etc., que les choses sont dynamiques. Moi-même, j'ai pris du poids pendant les fêtes, donc je fais très attention à l'espace que je courbe à côté de moi. C'est ce qui me permet d'arriver en retard tout le temps, puisque le temps en est affecté, évidemment. Et donc, faites attention à l'espace que vous courbez. Donc, vous verrez, il y a les lois de la mécanique quantique, et la mécanique quantique, c'est encore pire, puisqu'on ne sait pas où sont les objets. Et imaginez bien que tout ça, ça s'est fait donc au début du XXe siècle, on va dire 1910, 1920, etc. Et au même moment, Picasso, il invente le cubisme. Il fait partie des inventeurs du cubisme. Qu'est-ce qu'il fait, Picasso? Il change la vision, enfin, il courbe un monde en 3D sur une toile en 2D. Vous voyez, c'est vraiment une affaire de dimension, tout ça. Et il faut vraiment imaginer ça. Alors, pourquoi je démarre comme ça? Parce que je n'avais pas résisté à l'envie de vous mettre les équations d'Einstein. Je suis fatalement émerveillé à chaque fois que je la vois, parce qu'en plus, j'estime qu'il y a une esthétique mathématico-gréco-latine. Et alors, cette équation, elle est juste incroyable, puisqu'en fait, le résultat de cette équation, c'est une métrique, c'est-à-dire, ça vous dit comment s'organise l'espace-temps localement. Vous êtes un démiurge, vraiment. Vous arrivez à trouver la façon d'organiser, en quelque sorte, le monde, quoi. Et quand ces équations sont sorties, ça a été ensuite, pas une surenchère, mais une succession de différents modèles attribués à chaque physicien qui voyait les choses et donc qui développait des modèles cosmologiques. Le premier modèle qui a été trouvé, c'est celui d'Albert Einstein. C'est le modèle qu'il propose en 1917. Et il imaginait, figurez-vous, un monde où tout était statique, enfin, dans un univers clos. Et il a choisi d'ailleurs une géométrie qui est juste en bas à droite, qui est ce qu'on appelle l'hypersphère de Riemann. Et alors lui, il croyait fortement en cet univers statique, et du coup, il a inventé sa constante cosmologique, qui est le troisième terme à gauche du signe égal dans l'équation. Et alors en fait, cette constante cosmologique va avoir de grosses répercussions. Pourquoi? Parce que Hubble découvre l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, qu'est-ce que c'est? La lumière est une onde, Eric nous l'a dit, et tous les phénomènes ondulatoires vérifient ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est ce qui vous permet de rater votre train. C'est-à-dire que lorsque le train arrive, vous sentez que la fréquence est telle que vous savez qu'il arrive. Et vous savez que quand il est parti, puisque la fréquence a changé. Vous êtes capable de déceler une ambulance qui arrive ou une ambulance qui s'en va. C'est ça l'effet Doppler, puisque la fréquence, en fait, est reliée directement à la vitesse. Bon, la lumière est une onde, donc elle va vérifier l'effet Doppler. Et figurez-vous que Hubble s'est amusé à étudier des lumières venant de plusieurs endroits de l'espace, et il a observé que on pouvait attribuer un effet Doppler à toutes ces lumières-là. C'est ce qu'on appelle le redshift ou le blue shift. Pourquoi? Parce que lorsqu'un objet s'éloigne, il y a une tendance à un décalage vers les ondes qui donnent la couleur rouge, enfin, disons que les grandes longueurs d'onde.
et le bleu associé aux petites longueurs d'onde. Donc, ça entre en opposition avec le premier modèle d'Einstein, qui était un modèle statique. Donc, il a fallu implémenter l'expansion de l'univers dans chaque modèle cosmologique. Et figurez-vous que cette expansion de l'univers est en réalité une accélération. En fait, on mesure depuis la fin des années 90 à l'aide de supernovas. Vous savez tout ce que c'est une supernova, c'est, disons, une explosion d'étoiles. Ça sert vraiment on appelle ça des chandelles standards. Et en fait, on observe qu'il existe une accélération de l'expansion. Et on a appelé l'énergie sombre ou l'énergie noire, l'énergie qui a tendance à créer cette accélération. C'est quelque chose de vraiment... c'est un domaine de recherche très très actif. Et figurez-vous que vous êtes capable de mesurer cette accélération, et en fait vous pouvez prouver que cette accélération, en fait, qui définit un horizon, c'est-à-dire la fin de votre espace-temps, en fait, l'horizon va lui-même plus vite que la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que cet espace-temps qui nous impose le principe de relativité, donc de ne jamais dépasser la vitesse de la lumière, lui s'affranchit de ses propres règles. Donc, je voulais parler de ce pied de nez que nous fait l'espace-temps. Mais en réalité, on peut comprendre assez aisément que c'est un phénomène globalement superficiel. Je prends l'exemple d'une fourmi qui serait sur un ballon qu'on pourrait gonfler. Imaginez que cette fourmi se déplace à la vitesse c, et imaginez que vous pouvez gonfler le ballon avec tout l'air que vous voulez. La fourmi n'a pas l'impression de changer de vitesse, elle garde sa même vitesse. Et pourtant, si plusieurs fourmis se rencontrent, on sent qu'elles sont animées du mouvement qu'elles ont, donc une vitesse c, plus le mouvement d'expansion du ballon. Donc, ça pourrait être une explication à tout ça. Donc, premier pied de nez, finalement, l'espace-temps lui-même ne respecte pas le principe de relativité. Deuxième fait, je vous ai dit, je voulais vous parler des trous noirs. Un trou noir, on sait depuis les années 90, depuis qu'on les a vus, qu'ils existent, et en fait, on arrive à prouver leur existence en mesurant des écarts-types de vitesse à certains endroits des galaxies. Vous avez sur le schéma bleu, justement, une espèce de vision de ce qui se passe sans trou noir et avec trou noir, en fait. Il y a une animation un peu spéciale due à la présence d'un trou noir. Un trou noir, c'est quoi? C'est le résultat d'une supernova. C'est le résultat d'une fabrication, disons, d'une étoile à neutrons après une supernova. Et si vous avez une masse au-delà de 3 fois la masse du Soleil, vous êtes capable de générer... Alors, 3 masses solaires, pardon, pour l'étoile à neutrons, qui est le résultat de la supernova, vous êtes capable de générer un trou noir. Donc les trous noirs, il en existe, on en a vu pas mal, et les deux images que vous voyez en bas représentent le trou noir qui est dans notre galaxie, qui s'appelle la Voie lactée. Okay, et mais n'ayez pas peur. Le trou noir, qu'est-ce que c'est? On appelle ça une singularité. C'est une façon polie de dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Et donc, si vous tombez dans un trou noir, que se passe-t-il? Vous allez observer tout ce qu'on vient de dire, en fait, des photons redshiftés, donc vous avez compris ce que c'est, on est globalement une accélération, des horloges qui ralentissent, et puis des espèces d'effets de marée, qui sont des phénomènes dus à la relativité, en fait. À cela, j'ajoute, si vous voulez voir la meilleure illustration des trous noirs, regardez le film Interstellar, qui est vraiment un film très très bien fait et qui vous explique, dont le scénariste est Kip Thorne, qui est un spécialiste des trous noirs. Ça explique vraiment que pourrait être l'enjeu des trous noirs si on savait ce qu'il y avait dedans, en fait. C'est un film de science-fiction. Et alors, Roger Penrose, qui est un mathématicien qui a travaillé avec Stephen Hawking, avait élaboré une théorie de la censure cosmique, mais je pense que je ne vais pas l'aborder, parce que c'est... En un mot, en gros, ce qui se passe dans un trou noir n'affecte pas ce qui se passe au-dessus, parce qu'il y a une espèce de masque, d'objet caché, ce qui nous permet de nous rassurer, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? C'est un lieu où finalement l'espace-temps, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est un objet qui est fabriqué dans un espace-temps dont les équations sont très connues, mais qui pourtant échappe à la compréhension des choses. Donc là, tout est ouvert. Donc, on voit que l'espace-temps, évidemment, il fabrique lui-même
sa singularité dans sa propre physique. Voilà, donc expansion de l'univers et trou noir, ce sont, disons, deux aspects qui peuvent entrer en guise de réponse pour la question. Alors, maintenant je vais aborder tout ce qui concerne la matière, donc on va parler un peu de mécanique quantique, mais avant ça, j'aimerais qu'on parle des cosmogonies. Vous savez, c'est la vision qu'ont eu nos ancêtres, donc les différents peuples, pour expliquer comment et d'où vient la matière, selon eux. C'est une vision toujours naïve, mais il y a toujours un couplage entre la matière, l'espace et le temps, malgré tout. Et puis, en fait, c'est vraiment depuis les Grecs et l'Antiquité qu'on comprend qu'il y a des théories géométriques et puis qu'il y a des théories de la matière. Et que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la relativité générale, qui est une théorie géométrique, et on fait de la mécanique quantique, qui est une théorie de la matière. Donc, on n'a fait que poursuivre ce chemin, de manière plus complexe. Alors, on peut diviser en trois aspects la vision, disons, cosmogonique de la matière et de l'espace-temps. Vous avez toujours des peuples qui ont défini des origines à l'univers à l'aide d'un espace matriciel. Ensuite, des peuples qui ont défini, disons, l'espace-temps et la matière au travers d'un contenu qui donnait naissance à un espace lui-même. Et puis vous avez les espaces étagés qui sont communs aux religions monothéistes, qui sont structurés en enfer, terre, paradis, mais qui ont une vision beaucoup plus morale. Donc je n'aborderai pas ces questions. Le premier, en général, il y a énormément de peuples qui ont fait sortir l'univers de la mer, en fait. L'espace matriciel, c'est la mer. Et pourquoi? Parce que c'est en général vu comme un espace assez fécond où les créations sont possibles. En Amérique du Nord, les Indiens Cheyennes ont fait émerger le monde d'une mer infinie, mais qui n'avait pas de limite. Il ne fallait surtout pas de limite dans cet espace. Ensuite, un espace obscur et magique qui sort de nulle part et qui est essentiellement associé au ciel ou à l'air. Donc, la mythologie, enfin la cosmogonie la plus connue, c'est celle d'Hésiode, avec la mythologie qui en découle, où l'espace fondateur est ce qu'on appelle le chaos, qui est depuis, on a récupéré ce mot même en physique. Et donc, on fait sortir vraiment d'une espèce de désorganisation ambiante un monde organisé. C'est vraiment ça qui est important. Et le point commun, c'était l'absence de limite spatiale, en fait. L'espace contenu, c'est un espace qui est borné. Et donc, vous pouvez voir des mythologies taoïstes qui permettent de délimiter la Terre avec des montagnes et de définir un vrai monde clos. Donc, je ne vais pas tous les faire. Et puis, vous avez aussi des êtres surnaturels, des êtres mythiques qui ont fabriqué la matière et qui ont été capables aussi de la délimiter en même temps. Exemple, les Dogons du Mali, qui ont défini un serpent comme limite de l'univers et comme quelque chose qui les crée aussi. Alors, venons-en aux Grecs. Je vous l'ai dit, des fois on dit que ce qu'on a produit, c'est juste des notes de bas de page par rapport à ce qu'ont fait les Grecs. Oui, c'est possible. Donc, la vision d'Aristote, il faut toujours se référer à Aristote. Aristote, il voyait le monde comme 4 éléments qui étaient régis par 2 forces. Une qu'on pourrait appeler la gravité, qui ne ressemble absolument pas à celle qui a été évoquée, et puis une qu'il a appelée la légèreté. Et puis, évidemment, les deux s'opposent pour fabriquer un monde organisé à partir de ça. Et il est pro-matière divisible à l'infini. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver de limite à la division de la matière. Et donc, ça s'oppose aux théories de Démocrite qui invente le concept d'atome et le concept de kénon, puisqu'il invente la matière et le vide aussi. Vraiment, les deux, non pas en opposition, mais dans une espèce de cohabitation globale. Et finalement, cette idée, en fait, elle fait son chemin au travers des siècles, mais quelque part, on peut la retrouver chez John Dalton, qui va vraiment définir l'organisation de molécules par un ensemble d'atomes dans une idée de vide. Ensuite, Boltzmann, qui est vraiment pro-existence atome, et qui n'a pas forcément eu le succès en son temps, mais l'idée, évidemment, a fait son œuvre, puisque en 1905,
Albert Einstein, au cours de sa thèse de doctorat, explique le mouvement brownien, qui permet de comprendre qu'on ne peut rien faire sans pouvoir impliquer les atomes dans l'organisation de la matière. La naissance de la mécanique quantique. Mécanique quantique, c'est très compliqué. Feynman disait, si vous croisez quelqu'un et qui vous dit qu'il a compris la mécanique quantique, ne le croyez pas, c'est un menteur. Donc, je commence par vous dire que j'ai rien compris moi non plus, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, je commence par dire que le 19e siècle est un siècle où on a envie que la physique soit totalement déterministe. En France, on a Pierre-Simon de Laplace qui déclare que si on possède des conditions initiales, donc des conditions à l'instant t égale à 0, si on connaît les équations d'évolution, on est capable de prédire à peu près tout ce qu'il faut en physique. Évidemment, la mécanique quantique va lui faire mentir de manière drastique. Ce qui se passe, c'est qu'arrive en 1900 un dénommé Max Planck qui invente la notion de quanta. Tout ça pour expliquer la lumière qui est émise par un corps qui est chauffé. Vous avez tous observé que lorsque vous chauffez un corps, le corps devient rouge ou il change de couleur. Et bien, en fait, on est capable de relier la longueur d'onde à la température. Et il propose de nommer quanta l'espèce de paquet d'énergie qui est émis par ce rayonnement. Donc c'est une hypothèse mathématique qui n'a pas réellement de contenu physique. Alors, l'histoire ne sait pas s'il a vraiment fait ça parce qu'il voulait ou parce qu'il était mu par une philosophie quelconque ou quoi que ce soit. Et en tout cas, il arrive à prédire l'évolution parfaite de la fonction mathématique qui permet de relier la température avec la longueur d'onde de l'objet. Donc, sa théorie fonctionne. Il a fallu Albert Einstein pour reprendre. Il y en a eu d'autres avant, mais disons que c'est celui qui a le mieux expliqué, en partant des hypothèses de quanta, l'effet photoélectrique. Il recevra le prix Nobel pour ça. Et pour ça, il est obligé d'invoquer la dualité onde-corpuscule. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, dans la matière, il y avait deux choses qui s'opposaient avant. C'était le comportement ondulatoire et le comportement corpusculaire, c'est-à-dire que vous pouvez décrire la matière avec un point, avec une vitesse, etc. Ce n'est pas la même chose avec les ondes. Les ondes sont explicables et modélisables d'une autre façon. En fait, on est obligé d'invoquer la dualité onde-corpuscule pour comprendre certains phénomènes qui se passent au niveau microscopique. L'effet photoélectrique, qu'est-ce que c'est? Si vous diffusez de la lumière d'une certaine longueur d'onde dans un matériau, le matériau est susceptible de libérer quelques électrons, c'est-à-dire qu'il va y avoir un courant électrique. Si vous changez la longueur d'onde du rayonnement, vous pouvez générer un courant électrique beaucoup plus faible ou beaucoup plus fort. Donc il y a une dépendance directe entre la longueur d'onde de la lumière et puis le résultat qui est la fabrication d'électrons. Donc c'est quand même étrange. Et donc il a fallu Albert Einstein pour comprendre ça, et il invente à ce titre le concept de photon, que la lumière serait composée de petits grains qui sont en réalité des quantas, les mêmes quantas que Max Planck. Et donc il donne une explication qui est globalement satisfaisante. Ensuite, évidemment, l'idée de dualité onde-corpuscule, qui est reprise essentiellement par De Broglie aussi, c'est sa thèse de doctorat, va faire son chemin, et en fait on est obligé de plus en plus de prendre en compte ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au niveau de la physique microscopique, les choses sont quantifiées, c'est-à-dire que les choses ne peuvent avoir que des valeurs bien déterminées, bien fixées. Et donc on n'a pas une description continue. Alors, vont arriver des modèles d'atomes, avec chacun son modèle. Rutherford, Thomson, etc. Et puis le premier modèle qui va faire apparaître cette idée de quantification, c'est celui de Bohr. On appelle ça le modèle planétaire. Pourquoi? Parce qu'il écrit que les électrons dans les atomes sont rangés comme dans des orbites. Et donc ça veut dire qu'il n'y a que quelques endroits où il y a la possibilité de trouver des électrons. C'est un modèle qui est faux. Mais c'est le premier modèle qui a permis d'appliquer une espèce de quantification globale aux choses. Et Niels Bohr va devenir le chantre de l'école de Copenhague, c'est-à-dire une façon d'interpréter la mécanique quantique, vous allez voir, qui va s'opposer à Einstein. À la mécanique quantique, et en fait, à cause de la dualité onde-corpuscule,
En fait, vous pouvez passer d'un espace à l'autre avec ce qu'on appelle les transformés de Fourier. Oubliez immédiatement cette expression. C'est juste pour savoir s'il y a des gens qui connaissent. Et en fait, à cause de ça, vous êtes capable de créer... En fait, la transformée de Fourier fait que d'un espace à l'autre, vous perdez en précision. Et en fait, on appelle ça les relations d'incertitude d'Heisenberg. Certains réfutent le terme, parce que finalement, elles ne sont pas si spectaculaires que ça, ces incertitudes, puisqu'elles sont juste le résultat d'un procédé mathématique qui consiste à passer d'un espace à l'autre. Mais bref, c'est un autre débat. Et donc, que veut dire ce principe d'incertitude? Il veut juste dire que si vous connaissez très bien la position d'une particule quantique, vous ne saurez absolument rien sur sa vitesse. Si vous connaissez très bien sa vitesse, ou son impulsion, vous ne saurez absolument rien sur sa localité, c'est-à-dire l'endroit où elle est. Et donc, vous comprenez bien que dans un espace courbe, Picasso qui invente le cubisme, et puis un truc où on ne sait pas où sont les particules, tout le monde est perdu. Ok ? Et pourtant, ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Et puis, la meilleure allégorie, la meilleure métaphore qui a été utilisée, c'est celle du chat de Schrödinger, que vous connaissez peut-être. Vous enfermez un chat dans une boîte, jusque-là, rien de grave. Vous mettez un détecteur qui, s'il détecte une particule quantique, mettons un électron, il libérera du gaz toxique pour le chat. Comme vous ne pouvez avoir accès qu'à la probabilité de présence de la particule, vous avez juste accès à une probabilité, donc quelque chose qui est compris entre 0 et 100%. Et bien forcément, le chat, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Vous comprenez? Et donc, cet état de mort ou vivant, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que la caricature qu'on en fait. Ça a donné lieu, en fait, à des réflexions plus intéressantes sur l'intrication. Parce qu'en fait, Albert Einstein bouillonnait dans son coin, et la mécanique quantique, dont il était le fondateur, il n'était pas forcément très satisfait, parce qu'il pensait qu'il y avait des variables cachées et que la mécanique quantique ne répondait pas à toutes les questions. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé toujours par des expériences de pensée. Einstein ne faisait que des expériences de pensée, c'était plus économe. Et il arrivait toujours, manifestement, à ses fins, en essayant de prouver des choses sur la physique. Alors, avant de parler de l'intrication, on va parler... je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, c'est quand même une équation très importante qui permet de comprendre... alors, est-ce que, donc, une équation, vous savez qu'il faut trouver une inconnue. Donc, ici, si vous résolvez l'équation de Schrödinger, en fait, vous avez accès à une probabilité, uniquement. C'est-à-dire que vous résolvez cette équation et vous trouvez, dans l'espace, la probabilité de trouver telle ou telle particule, tel ou tel objet. Cette équation a permis de faire pas mal d'avancées, elle a permis de comprendre la structure de l'atome d'hydrogène, qui n'était pas prévue par les théories de Bohr telles qu'on les a vues tout à l'heure. En tout cas, la théorie de Bohr marchait pour quelques niveaux, quelques niveaux atomiques, mais l'équation de Schrödinger, si vous la résolvez en entier, elle vous donne exactement toute la présence des électrons. Donc c'était une grosse avancée. Et je ne résiste pas non plus à vous montrer l'équation de Dirac. C'est une équation assez incroyable, puisque son histoire est assez incroyable, parce que c'est une équation qui permet de prédire l'existence de l'antimatière. Et ça, Dirac l'a fait parce qu'il trouve une équation, il trouve deux solutions possibles, une solution qu'il estime physique, et l'autre qui a l'apparence d'une solution non physique, et qui finalement se révèle être quelque chose de plus fondamental. Alors, oui, je vais peut-être passer. Donc, il faut ajouter d'autres principes à la mécanique quantique, les principes d'exclusion de Pauli. Avant ça, il faut définir ce que c'est que réellement la matière. Venons-en au cœur du sujet. En fait, la matière, ça vient de la mécanique quantique, elle est composée de fermions, ce sont les particules vraiment matérielles, donc les électrons, les protons, les neutrons. Ce sont des particules qui ont un spin demi-entier. Qu'est-ce que c'est qu'un spin ? Alors un spin, c'est très dur à définir, puisque ça n'existe que dans le monde quantique, mais imaginez que vous avez des électrons qui tournent sur eux-mêmes en permanence, tels des boucles magnétiques. Il faut imaginer ça. Bonne chance.
Donc, les particules, les fermions, sont les particules qui composent la matière, et puis vous avez les bosons, qui sont ce qu'on appelle des médiateurs, qui sont des supports d'interaction. Et en fait, on comprend que lorsque deux particules matérielles sont en interaction, en fait, elles s'échangent des bosons, ou un boson. D'accord? C'est, disons, le modèle un peu global des théories. C'est exactement ce que je disais, mais là, vous avez les intégrales de chemin, c'est ce qu'on appelle les diagrammes de Feynman. Pareil, je ne résiste pas. En fait, on voit très bien que des électrons s'échangent. La lettre étrange, elle s'appelle gamma, en plein milieu, et gamma, ça représente un photon en physique. Donc, on comprend que le photon, c'est le médiateur de l'interaction électromagnétique, et lorsque vous avez des interactions électromagnétiques, en fait, les particules s'échangent des médiateurs appelés des photons. Alors, voici venu le débat de Einstein et Bohr. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette animation. Vous connaissez tous la phrase. D'accord. Ben, je vais conclure. Donc, oui, je voulais vous parler de l'intrication. Malheureusement, voilà, c'est pas grave. Je vais quand même introduire pour la philo. Donc, effectivement, tout à l'heure, on parlait de la théorie des cordes, et le plus dur dans tout ça, et puis si vous suivez les débats en physique à l'heure actuelle, on essaie d'unifier la théorie de la relativité générale avec les théories de la mécanique quantique. Donc, effectivement, il y a des théories qui sont plus ou moins astucieuses, mais qui sont toujours, pour l'instant, éloignées des prédictions les plus réalistes, on va dire. Et, globalement, certaines théories nous promettent l'ajout de dimensions supplémentaires. Donc, imaginez bien ce qui se passe. Au début du siècle, on fabrique un espace-temps courbé. On fabrique des lois de la mécanique quantique où on ne sait pas où sont les objets. Et donc, finalement, en la physique, il faut être très créatif. Vous comprenez? On a l'impression que la créativité, elle est permise. Et donc, pourquoi pas inventer d'autres dimensions qui nous seraient cachées ou qui seraient enchevêtrées, effectivement. Et la théorie des cordes, c'est un exemple. C'est une théorie qui a eu beaucoup de succès auprès qui a été très médiatisée, donc c'est pour ça que beaucoup de gens la connaissent. Et en fait, l'ajout de ces dimensions, finalement, philosophiquement, elles vont réduire les nôtres. Ce que j'appelle nos dimensions, c'est quoi? C'est le fait que je puisse aller dans cette direction, que je puisse aller en haut et que je puisse aller là-bas. Les trois dimensions spatiales. Et puis la dimension du temps, qui est une dimension totalement abstraite, mais qui par sa dramaticité, puisqu'on va tous mourir, nous rend notre vie très concrète. Vous comprenez? Donc, si on ajoute d'autres dimensions, que devient nos dimensions à nous, c'est-à-dire notre espace-temps à 4 dimensions, et surtout, que devient le temps dans tout ça? Eh bien, il faudra aller voir du côté des philosophes. C'est pour ça qu'il est là. Je vous remercie. On n'a pas le temps pour les questions, si? Moi, si, on va laisser 5 minutes de questions. Du coup, 2 questions, si c'est possible. Oui. Vous m'entendez là, ça va? Oui, bien sûr. Donc, est-ce que tout simplement les trous noirs, c'est pas des corps où des atomes, des noyaux des atomes se touchent complètement et est-ce qu'on le sait ou est-ce qu'on ne sait pas? Alors, tout est transformé en lumière, en fait, à côté d'un trou noir. Parce que tout va se mettre à rayonner. Donc on est sûr que ce qui tombe dans un trou noir, c'est pas forcément de la matière, c'est du rayonnement. C'est ça ma réponse. Une autre question? Dans la dimension humaine, le temps est réversible. Est-ce que dans le temps, dans la dimension quantique, il est réversible ou pas? Que devient le temps en mécanique quantique? Dans les équations, il n'a pas changé. Mais effectivement, il y a des théories où on essaye d'imaginer un temps discret, par exemple. Il y a des théories issues de nos amis les frères Bogdanov, qui considèrent, oui, il faut en parler, je pense. Un temps avec une partie imaginaire, voilà.
C'est un exemple. Donc après, la créativité en physique, elle est tellement énorme que on pourrait imaginer que le temps de la mécanique quantique n'est pas le même, et auquel cas, il faudrait peut-être changer les équations de base. Et ben, moi, j'ai l'exemple d'une théorie que j'aime beaucoup, qui s'appelle la relativité d'échelle, où la personne qui l'a fomentée a inventé un espace-temps qui serait fractal, pour étendre le principe de relativité au fait que, peu importe la dimension à laquelle vous regardez l'espace, il est le même. Vous savez ce que c'est un fractal? C'est un objet qui est le même, peu importe à quel niveau on le regarde, microscopique ou macroscopique. Et donc, ça le conduit à définir un espace-temps qui est fractal, mais le problème des fractals, c'est qu'on ne peut pas définir de différenciabilité, comment je vais appeler, d'outils classiques mathématiques. Et donc, on essaye de contourner ces difficultés. À chaque fois, c'est ce qu'on fait. On essaye de respecter certains classiques de la physique, et puis en essayant d'être créatif. Mais voilà, pourquoi je vous parle de ça? À cause du temps. Bon, bah, merci beaucoup. Merci. Bon, merci,